Focus sur la MONUSCO depuis beaucoup d'années en République démocratique du Congo, élection en 2023, mais également qu'en est-il de la thématique ou l'idéologie de l'actuelle opposition? Ce sont toutes ces problématiques devant faire objet de cet entretien spécial qui reçoit Maître Toussaint Alonga, parlementaire, président également d'un parti politique, le Transformateur, à qui j'ai dit bienvenue. Merci mon frère. Et comment allez-vous? Dieu continue à nous faire grâce. Et quand vous regardez le Congo, vous dites que ça marche. Il y a un avenir pour ce pays. Et le présent, comment il est? Il y a un avenir. Ça veut dire qu'à partir du présent, nous pouvons construire l'avenir. Très bien, merci bien. Je commence avec les dossiers relatifs à la MONUSCO. Vous avez suivi autant que nous ce qui s'est passé à Kassindi le dimanche dernier. Plusieurs Congolais, voire que les casques bleus, ont perdu la vie. Le gouvernement congolais a condamné, la MONUSCO a également condamné. Et donc, il y a Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO, à qui l'on a demandé, le gouvernement, par le trichement de son vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a demandé à Gilman de quitter le sol congolais. J'aurais voulu avoir votre argumentaire par rapport à tous ces faits ici. Je vous remercie pour ce privilège que tu me donnes pour permettre à nos compatriotes d'essayer de partager avec nous ces instants et surtout nos réflexions à tout ce qui se passe par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Il faut dire que plus de 20 ans après, la MONUSCO est-elle encore nécessaire? Il faut aller à partir des années 2006. Nous ne pouvons pas, sans le dire, que la MONUSCO a joué un rôle. En 2006, le pays était écartelé en morceaux. Suite à la dynamique qu'a apporté la MONUSCO, nous sommes allés aux élections de 2006. On a essayé quand même, avec le concours de la MONUSCO, de recoller les morceaux. Mais plus de 20 ans après, continue-t-elle encore à jouer le même rôle? La réponse est non. Aujourd'hui, lorsque la MONUSCO se transforme en bourreau, en violation de sa nature de la paix, qui tire à bout portant de manière flagrante un peuple nu, en violation même des principes de valeurs qui gouvernent cette institution. Agent de la paix se transforme en criminel. Cet acte a choqué, a troublé la conscience de plusieurs et des Congolais en particulier. Cet acte a choqué même la conscience de l'institution qui est Nations Unies, en mettant en péril tous les textes et les accords à ce qui concerne la mission des Nations Unies. Évidemment, il est évidemment clair que le rôle de la protection de nos frontières, de nos citoyens, c'est le rôle traditionnel de notre armée et de notre gouvernement. Mais chaque fois qu'un gouvernement en difficulté fait appel à une mission des Nations Unies, ce n'est pas pour que nous arrivions là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Je ne saurais continuer mon propos sans saluer les bravos de nos compatriotes de l'Est, qui, une fois encore, nos frères de l'Est ont montré à la face du monde qu'au Congo, il y a un peuple. Le mot peuple veut dire pouvoir, la capacité d'agir, la capacité de démontrer à la face du monde que le dernier mot finalement appartient au peuple. Est-ce que ce ras-le-bol du peuple congolais était-il important ou bien c'est le manque d'une bonne information de notre population qui l'a poussé à agir ainsi? Je ne pense pas, parce que c'est depuis belle lurette que la population congolaise en général et de nos frères de l'Est en particulier commençait déjà à vivre les indices qui laissaient manifester l'incapacité de la MONUSCO. Il y a aussi l'usure de cette institution 20 ans après. Cette institution n'est plus efficace, n'est plus
à l'odeur de sa mission naturelle, l'usure, ils se sont engagés à une autre mission que la mission de maintenir la paix. Et notre peuple suit de très près tout ce qui se passe. Parce que la victime de tout ce qui se passe, c'est notre peuple. Et notre peuple est devenu très vigilant, non seulement à l'égard de la MONUSCO, à l'égard même des institutions qui le gouvernent. Le peuple n'a pas été instrumentalisé. Je pense que penser que le peuple a été instrumentalisé, c'est un mépris souverain même à l'égard d'un peuple. Le mot peuple veut dire le pouvoir. Le mot peuple. Et lorsque les Congolais qui vivent du jour au lendemain, qui côtoient la souffrance, qui côtoient la mort tous les jours, on sort, on ne sait pas si on va rentrer. Vous dire qu'un tel peuple, pour qu'il réagisse, a besoin d'être manipulé. C'est mépriser ce peuple-là. La MONUSCO a pris acte de la demande du gouvernement exigeant le départ de son porte-parole, mais elle s'est dit tout de même au regret d'avoir constaté cette volonté manifeste du gouvernement. N'est-ce pas des fissures qui s'installent sur le plan des coopérations? Mais il y a déjà fissures depuis de très longs moments. Quand vous essayez un peu de faire une approche dialectique sur les comportements des agents onisiens depuis un certain nombre d'années, il y a eu déjà un ras-le-bol. Comment pouvez-vous comprendre que la communication qui est un pouvoir, ce monsieur, lorsqu'il communique, il jette une douche froide sur le dos de nos phares d'essai. Une communication qui va dans le sens à décourager. Est-il possible dans leur communication de donner même, de livrer même les stratégies militaires? Par stratégie militaire, je vois, lorsqu'on communique pour dire que la partie rebelle détient des armes conventionnelles qui ne peut détenir qu'une armée d'un pays, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Et quand un militaire au front, technicien de son métier, apprend que cela vient d'une mission onisienne, vous lui demandez à faire quoi? Vous découragez? Est-il possible, est-il responsable de laisser un tel monsieur se livrer dans de telles communications dans le sens de décourager nos troupes? Non seulement décourager nos troupes, mais décourager nos citoyens. Je crois que cette mesure-là, je la salue et j'encourage son départ. Est-ce que sa déclaration ne pouvait pas être prise avec beaucoup de sportivité pour arrondir les... Ici, c'est question de vie des êtres humains, des Congolais, qui souffrent il y a de bonnes années. Et on ne peut pas, surtout si cela vient dans les chefs d'une institution comme Nations Unies, un agent d'une institution comme les Nations Unies, c'est extrêmement grave. Et il faut prendre les mesures qui sont proportionnelles à la gravité des faits. C'était de les mettre hors d'état de nuire, c'est de les déclarer non grata. Je crois que politiquement, notre pays a envoyé là un message. Et il faut aussi comprendre que le gouvernement ne peut pas aller à l'encontre des sons que donne sa population. Autrement dit, il serait un gouvernement qui n'est pas en relation avec son peuple. Nous crions nuit et jour que ça ne va pas avec le comportement de ces agents onisiens. Outre de tout ce qui est comme malheur que nous sommes en train d'enregistrer tous les jours, voilà qu'un porte-parole qui, au mépris souverain de sa mission, se livre à des incantations, dans des incantations ostentatoires, allant dans le sens à décourager ceux qui sont au front. Ça, c'est inadmissible dans un pays qui se respecte. Cette mesure-là est proportionnelle au comportement en face. Voilà. La mission onisienne n'a pas fait son travail qui est celui d'enquêter et puis de faire des rapports comme cela. Ce n'est pas forcément ça sa mission.
la mission de la stabilité. C'est cela la définition de la mission. Nous nous rendons compte que finalement, au lieu de s'intéresser à stabiliser, l'ONU contribue de manière indirecte à déstabiliser. Voici un exemple, la communication faite par ces porte-paroles à l'encontre de la mission de stabilisation, mais qui, lui, déstabilise. Mais dire que les FARDC n'ont pas de capacités extangibles... Mais c'est cela même le danger. Parce que là... C'est pas une révélation. Non. Même quand vous considérez une telle façon de communiquer, vous touchez même au secret militaire qui est lié à le fait même de pouvoir jauger les capacités de deux forces en présence et de le dire tout haut que telle autre force, notamment la force gouvernementale, n'a pas la capacité par rapport aux munitions ou bien aux armes que détiennent la rébellion. Vous touchez même au substratum qui constitue même la force d'une armée. Là, c'est dangereux. Je crois que les comportements que nous vivons actuellement, les réactions du gouvernement doivent pousser la MONUSCO à réfléchir, à modifier même radicalement sa mission. Vous voulez que le gouvernement écourte... J'aurais souhaité... Qu'il court encore des validités. J'aurais souhaité... Il est évident que nous sommes liés par une coopération, nous sommes liés par des textes, nous sommes liés par l'accord de siège, mais au-delà de tout, tous ces accords, tous ces instruments internationaux qui existent, qui donnent droit à la MONUSCO de pouvoir opérer sur notre territoire, ont pour objectif la protection de l'homme congolais, la protection de la population civile congolaise. Mais la mission n'a pas protégé les civils? Pas du tout. Je vous ai dit que le fait de une telle communication contribue à la déstabilisation qu'à la stabilité. Ce ne sont pas des incidents qui sont inhérents à la vie humaine. Des incidents isolés, il faut considérer que c'est une volonté délibérée. Et ici, ceci me pousse à dire même que la théorie du complot n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, le complot commence à prendre corps. Lorsque ça vient d'une institution comme les Nations Unies, donc le complot contre notre pays prend le corps. Et ne peut faire face à ce complot, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est l'ensemble de notre peuple. Et vous savez que la réaction d'un peuple, c'est le langage que la communauté internationale n'accepte pas. Si on réfléchissait de la période après MONUSCO, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ras-le-bol, c'est comme dans les années où on voulait à tout prix arracher, voir les colons quitter nos territoires, cela a été fait, mais la période d'après les colons, elle a été calamiteuse. Mais vous posez une question, c'est comme pour dire qu'un père, lorsqu'il est en difficulté et que son jeune frère vient l'épauler, vous voulez dire que le soutien de son frère pour soutenir la maison de son grand frère qui est en difficulté, ce soutien-là devient une réalité de tous les jours. Il peut arriver que dans la vie de quelqu'un, il se place dans une situation de faiblesse. Tel est le cas de notre pays. Mais avant la MONUSCO, ce pays a été géré sans la MONUSCO. Après la MONUSCO, nous allons continuer à nous gérer sans la MONUSCO. Donc, qu'on le veuille ou pas, ils finiront un jour par partir. C'est également une matière pour nous de réfléchir, notre gouvernement, notre peuple, que la mission régalienne dévolue la vocation extériste, la vocation de sécuriser ses frontières, c'est la mission dévolue à un gouvernement. Vous êtes parlementaire? Donc, cette mission-là fait partie même de la raison d'être même du gouvernement. Donc, nous aurons toujours un gouvernement qui aura la mesure de sécuriser notre territoire. Vous êtes parlementaire, on ne vous apprend rien. La problématique relative au budget alloué à la défense, c'est aussi des traces indélébiles qui... Je ne pense pas qu'il faut prendre les choses de manière isolée, parler seulement en termes de budget. Non, il faut prendre les choses de manière globale. Nous avons un problème sérieux d'organisation. Savez-vous que l'organisation, c'est un élément important de l'intelligence? Les pays se trouvent dans les conditions où nous sommes aujourd'hui. Nous venons de quelque part
la désarticulation de nos institutions remonte depuis longtemps. Et nous nous trouvons dans des conditions là. Il faut maintenant repenser institution après institution, voir dans quelle mesure nous pouvons ramener nos institutions sur l'orbite pour nous permettre de mieux décoller et de nous assumer comme un peuple. C'est cela la problématique. Il faut considérer ici de manière globale la situation de notre pays et conjuguer une intelligence debout, de sorte que finalement, les problèmes qui nous dérangent aujourd'hui deviennent désormais notre passé. Cela est possible, chose que nous prenons au sérieux et nous nous engageons dans le sens à trouver des réponses à des questions de fond. Ici, il n'y a pas de complaisance. Ici, c'est une question existentielle. C'est une question qui va de la vie d'une nation. Il n'y a pas de sentiment ici. Il n'y a pas de sentiment ici. Bunagana est toujours entre les mains des rebelles. C'est ça aussi ce qui révolte. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas dire? On aurait bien souhaité avoir les élections se tenir dans les délais. Mais on a une jambe qui est amputée, tout ça à Longa. Je vous ai dit qu'ici, nous sommes placés devant une situation où l'existence de notre pays en tant que nation en dépend. Nous devons sérieusement réfléchir. Cette désarticulation, c'est cela même les complots qui remontent depuis longtemps. Malheureusement, certains de nos compatriotes, pour des besoins de la cause, sont tombés dedans. Il faut y réfléchir. Il faut réfléchir profondément. Bunagana a occupé, oui, nous sommes dans une situation où une partie de notre territoire est occupée par ceux qui se disent entre guillemets des rebelles. Donc nous savons profondément que ce ne sont que des gens qui agissent par une procuration, qui en réalité ne sont pas des rebelles. Parce qu'ils n'ont pas une revendication claire. Sur quelle base ils sont en train d'agir? Quel est le sens de leur combat? Quel est le sens de leur entreprise? Que veulent-ils exactement? Nous ne savons pas. Aucun Congolais aujourd'hui sérieux peut se permettre d'être derrière de cette rébellion. En réalité, il n'en est pas question. Il s'agit d'une main extérieure qui agisse par l'appendice de cette rébellion-là. Et cette rébellion-là a un mandat, une temporelle limitée dans l'État. Dès lors que ces gens-là qui les ont envoyés atteindront leurs objectifs, vous verrez que cette rébellion va disparaître. Donc ici, je l'ai dit, je l'ai redit encore et encore, que c'est une question existentielle. Il faut que les intelligences congolaises se conjuguent ici pour voir dans quelle mesure nous pouvons sauver ce pays. Cette question ici n'a ni de couleur politique, qu'on aime le président de la République ou pas, mais puisque c'est lui qui est là, puisque l'avenir de ce pays en dépend de l'intelligence de l'ensemble de notre peuple, nous devons nous regarder comme c'est les mêmes hommes pour résoudre cette question. Ceci est très important. Sommes-nous prêts à éradiquer les groupes rebelles dans la partie est de la République après que les casques bleus aient quitté le sol congolais? Il ne faut pas considérer le peuple congolais comme un peuple faible. Nous sommes un peuple. À un moment donné, pendant le parcours de notre histoire, nous savons démontrer et nous assumer comme un peuple. Nous savons le faire. Et donc, nous avons une armée, même s'il y a une désarticulation au sein de cette armée, liée à l'infiltration, au complot et ainsi de suite, à un moment donné, nous allons nous ressaisir et nous allons nous redresser comme un peuple qui a une armée capable de le défendre. Il faut comprendre que dans ces pays, dans une histoire un peu récente, nous avons connu des élections où une partie du territoire n'a pas participé le même jour. Ceci s'est passé ici à Yumbi, mais également une partie de l'Est à Ituri. Ils ont connu les élections quelques mois plus tard. Donc aujourd'hui... Nous devons voir ça comme une sorte de jurisprudence. Aujourd'hui, je ne le dis pas, mais c'est une question, c'est déjà un précédent auquel nous ne pouvons pas aussi nous en passer. Aujourd'hui, la tenue des élections, c'est aussi l'une des dimensions des problèmes à résoudre. Savez-vous que la crise de légitimité qui a émaillé ces pays, depuis 1960 jusqu'à 2006, les problèmes récurrents des Congolais ont toujours été des problèmes politiques.
Et puisque le cycle électoral qui a commencé en 2006 doit continuer, pour résoudre certains problèmes politiques, nous ne pouvons pas nous permettre d'interrompre ce cycle-là. Il faut que ce cycle avance. D'ailleurs, quand vous lisez la Constitution, il y a une tendance que les constituants congolais ont voulu, ce que l'on appelle dans les jargons techniques la constitutionnalisation du calendrier électoral. C'est-à-dire que le calendrier électoral est constitutionnalisé. C'est-à-dire que la Constitution elle-même fixe les timings, les temps et les moments pour que se tiennent les élections. Donc, politiquement, en politique à viser, je crois que nous devons tout faire. Agir avec diligence, avec beaucoup de prudence possible pour que nous soyons en mesure d'organiser les élections dans les délais. Pourquoi je l'ai dit? Nous ne pouvons pas prêter la flamme aux prophètes des malheurs pour que la question des élections, la non-tenue des élections dans les délais, serait-ce un argument pour les uns ou pour les autres de renverser ou de tout chambouler. Nous sommes des responsables, nous n'allons pas les permettre. Je crois que nous allons libérer l'intelligence nécessaire de sorte que dans les délais, nous soyons en mesure d'organiser les élections. Et s'il même, pour moi, de mon point de vue, s'il faut que la partie qui demeure occupée, si jamais dans les délais que nous arrivions à continuer à vivre la même situation, nous pouvons nous servir de ces précédents-là de Yumbi et de Lituri, où cette partie-là sera mise en parenthèse pour que nous continuions à faire les élections, pour éviter que certains politiciens verraient, tirent des dividendes sur la non-tenue des élections et en faire une santé politique. Ça, nous devons éviter. Là, c'est avec quel discours partir aux élections avec Bunagana qui sera, entre guillemets, pas prise en compte? En 2018, quand on a organisé les élections, Yumbi n'y était pas, Ituri non plus, une partie de l'Ituri, mais c'était quel discours? Vous savez, quand on fait des analyses sur les questions qui concernent la nation, on doit éviter des passions. Je vous ai parlé tout au long de mon discours qu'il s'agit d'une question existentielle. Ça serait le recours ultime pour les Congolais, puisque nous tenons à exister en tant que peuple. Et de ce point de vue-là, nous donnerons les dernières énergies qui nous restent pour que finalement nous puissions nous affirmer comme un peuple. Je rappelle que vous avez battu campagne pour le chef de l'État actuel. Les gens se posent également beaucoup de questions sur ce qui est de son bilan à mi-parcours, même si l'heure ne pointe pas. Vous estimez vraiment qu'il a réussi tout ce qu'il a dit dans son discours programme? En toute objectivité, je conseille à nos compatriotes et surtout à nos frères de l'opposition, ceux qui veulent mettre un point de vue à ce qui concerne les bilans du président qu'ils attendent. Le constituant a fixé le timing pour émettre un jugement de valeur sur le bilan de celui qu'on a donné mandat. Ce timing-là va les jours de prestation de serment jusqu'à les jours de l'organisation des élections, c'est-à-dire 5 ans. Et lorsque le constituant fixe le timing, c'est-à-dire que vous avez le temps de noter là où ça n'a pas marché et de produire ça sous forme d'un package comme un discours politique, à pouvoir opposer à celui qui veut sa réélection pour dire que voici ce que vous n'avez pas fait, voici ce que vous nous avez promis. Mais agir de manière un peu désordonnée, quelquefois, en utilisant un peu des comportements allant dans le sens de mépris, je crois qu'il faut attendre. Il faut attendre la consommation du temps pour émettre un jugement de valeur objectif sur les mandats de l'actuel président de la République. Là, vous avez parlé aux hommes des sciences, comme vous l'êtes vous-même, mais des citoyens lambda qui nous suivent voudraient aussi avoir des chiffres concrets, entendre d'un Toussaint Longa qui dit, écoutez, regardez, à mi-parcours, il y a eu telle réalisation. Si j'ai été prévenu à pouvoir discuter sur un bilan à mi-parcours, j'aurais glané ci et là pour avoir les indicateurs objectifs
pour me permettre de les présenter. Vous avez entendu un Kabound qui a dit qu'il y a des jets qui partent avec beaucoup d'argent dans des paradis fiscaux, ce qui a été déploré hier par les opposants. Je crois que j'ai été à l'opposition pendant plusieurs années. Vous savez que nous avons prêté la flamme à Kabila certaines choses qui en réalité n'étaient qu'un discours politique. Je considère que les propos de mon frère que vous avez cité là, il s'agit là d'un discours politique ou pour une femme qui vient de se divorcer avec son mari, qui est prêt à dire même que ce qui a servi comme fouloir, comme torchon pour nettoyer la maison, constituerait un élément de preuve pour accabler son mari. Vous dites, vous considérez la déclaration de Kabound comme un discours politique, mais pourtant, quand il était mandataire, il a dénoncé le train de vie des institutions. On n'a pas senti un changement par rapport à l'ancienne gestion et l'actuelle gestion en ce qui concerne le train de vie des institutions qui est toujours ici revu à la hausse. Le monsieur que vous avez cité le nom a occupé de hautes fonctions dans notre pays. Et malheureusement pour lui, il était dans une chambre qui était appelée à mener le contrôle sur la gestion du gouvernement. Quid de ces contrôles effectués ou des initiatives allant dans le sens de vouloir contrôler? C'est au peuple de les juger. Allez-vous comprendre que lorsque on a fait route ensemble et pour des raisons inavouées, l'on se met à pratiquer la politique des terres brûlées. On utilisa un langage un peu comme une incantation magique pour séduire, pour attirer l'attention de plusieurs, pour susciter la curiosité de plusieurs, alors que l'on sait qu'on a été un monsieur au sein de ces mêmes institutions. Vous avez fait tantôt du bien, tantôt du mal, vous-même. Mais il s'est repenti. Il s'est repenti où? D'avoir passé... La repentance, s'il y a eu un repenti actif, il aurait dû commencer par à restituer ce qu'il a bénéficié indûment d'un régime dont il est en train de décrier aujourd'hui. On garde les bénéfices d'un comportement qu'on juge aléatoire, mais on dénonce. Les dividendes, on les garde chez soi, mais on oppose à ceux qui dirigent ce comportement-là dont vous dénoncez. Mais grâce à ces mêmes comportements que vous avez tiré les avantages. Je crois qu'à un moment, comme je l'ai dit le week-end passé lors de mon point de presse, on produit un discours. C'est une production d'un discours politique séduisant. Parce que quelque part là, les intérêts ont été mis en attente. On vous dit, il faut absolument mettre fin à ce régime pour s'être appelé celui qui veut amener les changements. Le comportement a un jugement, les Congolais ont un jugement de valeur sur les réels mobiles et les vrais comportements de ce monsieur. Ça, c'est prendre le peuple pour imbécile. Lorsque l'on sait que pour bien des choses, vous avez été à la hauteur. Vous avez été l'auteur de ces comportements que vous-même vous décrivez. Il n'était pas le président de la République. Il n'était qu'un vice-président de la Chambre basse du Parlement. Savez-vous, mais le président ne gère pas au quotidien, c'est le gouvernement. Oui. Et le chef du gouvernement, c'est-à-dire le contrôleur du gouvernement, c'est celui-là, le parlementaire. Mais nous, la population, nous voyons le président directement. Il est évident qu'il faut juger le président parce que c'est auprès de lui qu'on a confié notre sort. Mais il faut le juger après ça. Mais quand le train de vie n'a pas changé, qu'est-ce que vous voulez que Kabound dise? Ces révélations ont dérangé, voilà pourquoi il y a un acharnement sur son dos. Je crois que s'il m'a été demandé comme conseil, j'aurais produit des conseils judiciaires, qu'on les laisse tranquilles. Qu'on les laisse tranquilles, qu'on les voie au moins, puisqu'il est maintenant à la tête d'une formation politique, qu'on les voie à l'œuvre.
pour qu'on les juge réellement. Les gens Parce que l'on a souvent tendance, quand on quitte un point B pour une telle raison, on se victimise, on attire la compassion de la population, alors qu'en réalité, on ne représente même pas un iota de capacité de pouvoir produire un comportement de valeur. Là, c'est sur le plan géopolitique ou bien sur le plan politique? Moi, je parle sur le plan politique et même sur le plan technique. Il ne suffit pas seulement de se victimiser, puisqu'il avait la capacité d'influencer bien des décisions. Il semblerait que bon nombre de ceux qui sont au gouvernement sont passés par lui pour être élus. Comment X est devenu ministre? Seul lui le sait. Avait-il l'attitude de choisir les meilleurs? Quand nous avons fait l'opposition, nous avons décrié un certain nombre de comportements qui a conduit notre pays au recul. Et nous avons dit que lorsque nous prendrons le pouvoir, seuls les meilleurs d'entre nous seront placés pour nous gérer. Avec déjà cette conception. Nous avons un problème sérieux de la conception du pouvoir. Comment nous concevons le pouvoir, nous, Congolais? Comment nous nous concevons lorsque nous nous battons pour qu'il y ait un changement et dès lors que nous arrivons là, nous nous comportons autrement, au mépris même souverain de notre combat. Quelle est la conception que nous faisons du pouvoir? Est-ce pour s'enrichir? Est-ce que c'est pour enrichir sa famille? Est-ce pour devenir un demi-dieu? Est-ce pour devenir une vedette? Ou nous concevons le pouvoir comme un service? Si c'est pour un service, il faut le juger parce qu'il avait une parcelle de responsabilité, il faut le juger. A-t-il véritablement rempli son rôle? Si le pouvoir, dans sa conception congolaise, est pour s'enrichir, allez-y comprendre que quelqu'un peut se réveiller au Congo à 8 h du matin, pauvre, et à midi se retrouver millionnaire avec autant de nombre d'immeubles. Et il est de nature, pour l'être humain, d'accuser l'autre. Je crois que cette façon de faire et de voir les choses nous recule. Les combats politiques doivent servir des mobiles objectifs. Changer. Il faut aussi retenir. Les combats politiques, nul n'a le monopole. C'est une affaire de génération. Chaque fois qu'un peuple se voit maîtris, se voit foulé aux pieds, salite, se voit minimiser ou négliger les objectifs pour lesquels il s'est assigné par rapport au combat politique, cette aventure sera toujours caressée par un groupe de Congolais qui se lèvera pour combattre X ou Y politiquement. Nul n'a le monopole du combat. Nul n'a le monopole du combat, vous dites, mais c'était Kabound qui a parlé. Après Kabound, c'est Franck Diongo, l'homme qui était aux côtés du président de la République. Pourquoi vous voulez que ces réflexions tournent autour des noms des individus? Je voudrais qu'on réfléchisse un peu l'opposition. Parce que nous avons des définitions, des concepts, des problèmes. C'est beaucoup plus important que les noms des individus. La question dont nous nous sommes apaisantis autour de la MONUSCO, les comportements des onisiens, les comportements de ceux qui sont venus nous aider, ce qui se passe à l'Est, la question existentielle de notre société, toutes ces questions-là. Mais ça préoccupe les Congolais parce que estimer un jour Toussaint Longa qui a battu campagne pour Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République, il embrasse l'opposition, les gens vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, nous, on a intérêt un peu à vous questionner, vous connaissez l'histoire, vous êtes dans l'histoire, pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Si ça allait bien, pourquoi les gens vont quitter si tôt? 3 ans, même pas un mandat. Je vous ai dit que le comportement des citoyens congolais, l'homme politique congolais, est caractérisé par la versatilité en politique. D'abord, ses intérêts. Lorsque ces intérêts sont mis au mal, il appelle la nécessité d'un nouveau régime et l'actuel régime doit mourir. Puisque lui, ses intérêts sont en péril. Est-ce un comportement de base? Le vrai problème chez nous, c'est l'absence d'une culture politique. Et ici, je voudrais paraphraser
l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, lorsqu'il est venu nous aider sous Mobutu, il a dit que les Congolais n'ont pas la culture politique. Il a raison. Ce n'était pas des insultes à notre égard? Pas du tout. C'est une vérité. Je peux battre campagne pour X, même si je ne me retrouve pas. Ceci ne peut pas m'empêcher à continuer les cas qui est mien. Je me suis donné... Vous avez battu campagne, mais vous êtes... Je me suis donné un devoir. Vous êtes négligé. Non, je me suis donné un devoir, j'ai pris un engagement. Lequel? De soutenir l'actuel président pendant son mandat de 7 ans. Pour quelle finalité? Puisque vous... Quel que soit tout ce qui peut arriver, je vais les soutenir jusqu'au bout. En 2023, je vais me réunir avec les miens dans mon parti pour évaluer. Mais Franck a dit aussi un tel propos à l'époque, mais l'homme a changé de position. Regardez très bien tout ça à Longa. Depuis 2006, ma position est claire. Lorsqu'il était question de choisir en 2006 pour qui voter, j'ai choisi Jean-Pierre Bemba, j'ai bâti campagne pour lui, contre les forces de Statico. Lorsqu'il était question de choisir en 2011, j'ai choisi mon maître Étienne Tshisekedi, j'ai bâti campagne pour lui. En 2018, des compatriotes, des frères d'une même famille politique de l'opposition, je cite ici le président Martin Fayoul et le président Félix, j'ai opté pour battre campagne pour le compte de l'actuel, notre candidat d'alors numéro 20, actuellement président de la République. La vie est faite des choix. Je sais assumer mes actes en politique. Gagner ou ne pas gagner, j'assume. Et ceci, c'est aussi un plaisir. J'ai milité pour que Félix arrive là où il est. Je ne peux pas cracher sur les combats que j'ai milités. Le problème n'est pas gagner quelque chose. Le problème, c'est que j'ai milité dans un sens positif. C'est à lui de réaliser ce à quoi il s'est engagé. Et notre rôle, c'est de les soutenir, de conseiller utilement pour qu'il arrive à rencontrer, à transformer les lamentations cosmiques des Congolais en psaumes novateurs d'espoir. Très bien, je parle sous votre contrôle. Vous êtes l'un des juristes d'État ici au pays. Quand vous regardez l'appareil judiciaire, vous vous dites d'ailleurs dans votre jargon que la justice élève une nation. Vous dites que l'appareil judiciaire jouit maintenant de son indépendance, son impartialité tant voulue par vous-même. Il faut dire que le Congo a parmi les meilleurs textes du monde. Parmi les meilleurs textes du monde. Quand vous prenez même notre constitution, la façon dont on a fait couler certains principes constitutionnels, si on les appliquait, ce Congo allait décoller rapidement. Nous avons les meilleurs textes du monde. Mais quel est notre problème? Nous avons un problème sérieux sur la mise en pratique de tout ce que nous évoquons comme principe. Il y a toujours un écart. La justice allait jouer un rôle. Dans le cadre de l'impératif pour le développement, la justice allait être un instrument important qui contribue à l'impératif du développement. Je ne peux pas comprendre un projet sérieux, soit-il, du gouvernement, sans que ce projet soit accompagné par la justice, on va échouer. Et savez-vous que l'un des credos des campagnes de l'actuel président, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est une question d'actualité de tous les jours. Est-ce effectif en cet état de droit? C'est vrai que l'état de droit en soi, c'est un idéal. Oui. Nous y tendons. Mais il y a aussi un fait, c'est que à voir comment la justice est distribuée envers les plus faibles, il y a un problème. La justice est monnayée. Ça, ce n'est pas un rêve, nous ne pouvons pas nous en cacher. À tous les niveaux, la justice est monnayée. S'il y a 10 affaires prises en délibéré, 9 ou 8, il faut donner quelque chose. Même pour les petits services, absolument, il faut des moyens, de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un travail sérieux que le président doit absolument s'y concentrer pour essayer un peu de remédier les maux de notre justice. Je ne suis pas là pour s'étendre pour dire qu'il y a ça, mais au moins, de manière globale,
nous avons de sérieux problèmes sur le fonctionnement de notre justice. Puisque le pays a été gangréné, plongé au 50e étage du sous-sol de la corruption, seule la justice. Le premier instant, quand le président a commencé, tout le monde avait peur. À un moment donné, on l'a lâché. Les choix des collaborateurs contribuent aussi à la réussite comme à l'échec. Quand on choisit très mal, quand on définit très mal les concepts, on contribue à son malheur. Est-ce ici? C'est un problème de choix des collaborateurs qui n'ont pas aidé les chefs à atteindre les objectifs assignés à ce qui concerne notre justice. Cette question-là, nous allons les répondre à la fin du mandat. Merci beaucoup, on a fini cet entretien. Merci de fixer l'objectif de votre caméra pour un tout dernier message à tout ce public qui vous suivent. Mon dernier propos est celui d'appeler notre peuple à la prise de conscience que nous n'avons que ce pays. Ce qui se passe actuellement à l'Est menace même l'existence de notre nation comme un peuple. Et cette affaire-là n'a ni le sexe, ni la couleur politique. Nous devons nous fixer les regards. Et aujourd'hui, nous avons un président, c'est autour de lui que nous devons nous fédérer pour que finalement, nous arrivions à caresser l'avenir avec beaucoup de courage. Quelle est la conception que les Congolais ont de l'institution président de la République? La conception du pouvoir de cette institution-là. On peut ne pas être d'accord avec le président de la République, politiquement. On peut le critiquer politiquement. Mais on doit comprendre que le président de la République, c'est un élément fondamental autour duquel doit être bâtie l'unité nationale. C'est ça, la conception civilisée du pouvoir. Mettons de côté tout ce qui nous divise. Nous sommes menacés de notre existence. Regardons-nous vers une même direction. Les questions politiques, les rôles de l'opposition, les combats de l'opposition, allions-nous faire un combat de l'opposition lorsque le pays est menacé? Vous savez, la pratique chez nous, c'est quoi? Quand tu arrives au pouvoir, tu trouveras une opposition, on te bloque pour que tu ne réussisses pas. Nous l'avons fait avec Kabila. Il faut reconnaître qu'à un moment, nous étions de mauvaise foi contre Kabila. On ne savait pas reconnaître les biens comme les mal. Même s'il faisait du bien, on critiquait. Mais si c'est cela la conception du combat, tout celui qui arrivera là rencontrera une opposition qui va les bloquer, il va échouer, l'autre viendra, on les bloque, parce qu'il trouvera toujours une autre opposition. Mais ce que nous devons faire, si nous sommes teintés de la culture politique, où nous devons opter pour un certain nombre de valeurs dans l'intérêt de la République, vous allez vous en rendre compte que on peut ou ne pas être d'accord avec vous sur le plan politique. Mais un combat qui concerne l'existence de notre pays, nous devons faire route ensemble. Parce que ce combat-là concerne tous. Maître Toussaint Alonga, juriste détail en RDC, parlementaire, mais également président du parti politique Les Transformateurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À tous et à tous, à très vite.